première conférence que je fais en entier. D'habitude, je partage toujours avec des personnes qui sont d'ailleurs présentes dans la salle, comme au premier rang, je partage toujours voilà, ma conférence, et c'est jamais la mienne, quoi. Là, c'est vraiment la mienne, et c'est M. Gebner et Mme Tardif qui me font cet honneur, et je voudrais les remercier. Voilà, sans eux, je ne serais pas là pour vous parler aujourd'hui de ce qui me tient à cœur, et aussi, voilà, c'est tout, c'est tout ce que je veux dire en préambule. Ça ne me dérange pas, vous préférez que je sois assis ou debout? Non, debout. Debout, d'accord. Comme ça t'arrange. D'accord, je vais sans doute voilà, varier. Ah, excuse-moi, je suis un petit peu essoufflé. C'est un peu physique comme morceau. Bois un coup. Non, je bois pas, c'est gentil, j'ai pas soif, mais je suis juste essoufflé. Bon, alors vous avez sans doute vu, bon, je suis pas venu pour vous montrer à quel point j'ai joué du violon. De toute façon, il y a eu des problèmes, comme vous l'avez vu. Mais de cordes, ça je peux pas le faire en concert, je suis content, parce qu'en conférence, ça me permet de divaguer après sur le sujet, ce qui n'est pas possible en concert. Donc, c'était totalement désaccordé pour ceux qui ont un peu fait de musique. C'est pas très juste, voilà. Donc, il y a un ça me permet de le dire que j'ai des petits soucis techniques. Donc j'espère que vous voudrez bien m'excuser, et j'espère que c'était pas trop long aussi pour vous, ce morceau. Je peux passer une nuit entière dessus, c'est-à-dire que je commence, je m'aperçois qu'il est 6h du matin, je n'ai pas dormi. Voilà, ce sont des choses, ça prend toute la place, et on pense ni à boire, ni à manger, ni à rien. Donc ça peut être presque dangereux. Il y a certaines personnes qui s'enferment dans un intérêt, qui peuvent en devenir folles. Enfin moi j'ai l'impression quelquefois que mon cerveau est en ébullition, et je ne sais pas me sortir de cet intérêt. C'est quelque chose, c'est une dépendance. Voilà, donc c'est vraiment la manifestation des intérêts qui est différente. Chez les personnes Asperger, plus que la nature des intérêts. La nature des intérêts, c'est un peu ceux de tout le monde. Vous avez tous des intérêts, on a tous des intérêts, voilà. Mais chez nous, il peut vraiment prendre une place extrêmement obsessionnelle. Donner sa langue au chat. On est obligé de me l'expliquer pour que je la comprenne. En général, donner sa langue au chat, on n'explique jamais cette expression. Au sein de divers contextes, par exemple, les parents le disent et les enfants le comprennent au bout d'un moment parce que l'expression est dite, voilà. Mais moi, si on ne m'explique pas concrètement ce que ça veut dire, je ne le comprendrai jamais. Donc il y a un tas d'expressions comme ça, voilà, qu'on est vraiment obligé de nous expliquer à la lettre ce que ça veut dire et que ce n'est pas du premier degré. Voilà, c'est tout ce qui est sous-entendu. On n'a pas évidemment un chat dans la gorge lorsqu'on utilise cette expression. D'ailleurs, j'ai encore oublié ce que vous voulez dire, je crois. Mais voilà. Et oui, et tout ce qui est implicite. Alors, le mot implicite, c'est très vague, mais ça se lit particulièrement, ça relie particulièrement aux émotions. Par exemple, je vais avoir plus de mal qu'une personne, personne neurotypique, comme on dirait. Je vais avoir plus de mal à interpréter les émotions sur le visage des gens et à savoir comment réagir en fonction de ce que vous me transmettez. Et par exemple, je sais que la communication, dans beaucoup de paramètres, enfin, comment dire, oui, il y a très peu de communication qui est verbale. Quand je parle face à une personne, dans une conversation individuelle, enfin à deux, je lui parle, mais il y a les mots, c'est très peu de sens dans ce qu'on dit. Il y a tout ce qui est le regard, les mimiques du visage, un tas de traits qui font que la conversation est plus basée sur ce qui est des mimiques et de l'implicite plutôt que de ce qu'on dit. Par exemple, un exemple que je reprends, c'est pas de moi, mais qui était donné par Joseph Chauvanec, qui est un conférencier extraordinaire et que j'admire par-dessus tout, c'est à quelle distance se tenir de son interlocuteur. Pour une personne neurotypique, entre guillemets, c'est assez facile et ils n'ont pas besoin de se poser les questions de quelle distance se tenir. Évidemment, ça dépend des cultures. Peut-être que chez les personnes asiatiques, on se met un petit peu plus près, ou je sais pas, ça je connais pas. Mais en tout cas, moi je ne saurais pas instinctivement à quelle distance me tenir. Et ça peut paraître très adapté, très inadapté. Pour moi, c'est adapté. Et ça varie selon les personnes atteintes du syndrome d'Asperger. Il y en a beaucoup qui se tiennent tout près, par convention, enfin parce qu'ils ont décidé que se tenir tout près, c'est ce qu'il y avait de mieux à faire, parce qu'ils n'ont pas d'idée de la distance à adopter. Donc que ce soit quelqu'un de célèbre, qu'une personne avec autisme fréquente, ou un ami de tous les jours, cette personne se tiendra à la même distance, donc tout près. Et moi, par défaut, je préfère me tenir plutôt loin, parce que j'ai un peu de mal avec le contact physique, donc je vous en parlerai plus loin, mais c'est pas quelque chose qui... Voilà. Des petites phrases qui accrochaient bien pour quand on rentre au lycée, par exemple, dire bonjour, ça va, d'une certaine manière, je lisais ces phrases, j'ai mémorisé, je redisais le lendemain matin. Évidemment, le contexte n'était jamais adapté. Quand on ne connaît pas la personne, on ne va pas lui dire bonjour, comment tu vas, ou alors bonjour, est-ce que tu aimes bien les glaces, voilà. C'est un exemple, mais en tout cas, évidemment, c'est encore pire, parce qu'on n'est pas soi-même, on ne sait même pas ce qu'on fait dans ces moments-là. Parce que tout de suite, dès qu'il y a un imprévu, dans la situation avec le camarade, par exemple, je vais dire bonjour à un camarade d'une telle manière, il va nous dire ouais, comment ça va, tout ça. Pardon pour la caricature. Et on ne saura pas quoi dire parce qu'on aura pris nos phrases par cœur, notre système. Donc évidemment, il ne faut pas chercher à se confronter à un système. Je pense que ce qui est important, c'est de voir ces différences, pas forcément de la comprendre, mais au moins de la voir et d'avoir conscience que ça peut être une richesse. Parce qu'au fond, toutes les personnes qui ont contribué au progrès de notre société, énormément de personnes, ce sont des personnes qui sont détachées un peu du moule,
Ce ne sont pas des personnes qui ont fait une première partie, un plan avec 3 parties, c'est limité à 1500 caractères dans un devoir, non. Ce sont des personnes qui ont écrit des livres, ce sont des personnes qui ont des manières différentes de voir les choses, qui ont apporté beaucoup de choses. Je pense à Einstein, voilà. Et justement, c'est un peu ce qui m'embête un peu aujourd'hui, c'est le côté conformiste. J'ai beaucoup de mal à faire avec ça, et je suis obligé parce que je suis en formation universitaire. Voilà. Il y en a beaucoup, je suis désolé pour les personnes qui sont là. Et moi, j'adhère pas à ce système, j'ai énormément de mal parce que, pour moi, je compare l'université à une sorte d'usine en France. On est obligé de suivre des cadres, des critères pour avoir des bonnes notes, pour essayer s'en sortir. Voilà, moi je trouve ça vraiment dommage qu'on soit obligé d'en passer par là. Bon, quoi, elle est différente, c'est que je suis dans un milieu, j'arrive comme ça, il y a les premiers cours, ça arrive très vite. Bon, il y a des cours de méthodologie, tout ça, comment on fait ça, bon, voilà, ça je saute un peu par-dessus. Mais moi, je n'ai aucun ami dans les études que je fais. Je fais des études, donc, pour préciser, d'urbanisme et aménagement à Paris. Je me suis réorienté parce que j'ai des petits problèmes quant au milieu professionnel de la musique, dans lequel tout le monde se marche les pieds, il n'y a aucune notion de plaisir. Ça m'a un peu... J'en ai ma dose, pour parler familièrement, pardonnez-moi. Donc voilà, j'ai pris un peu le contre-coup, je me suis dit, allez, j'adore tout ce qui est aménagement, je fais de la musique pour mon plaisir, je joue quand on m'y invite. Voilà, tant mieux. Et à côté de ça, je fais des études à Paris dans le domaine qui m'intéresse. Le problème, c'est que ce système universitaire, comme je vous ai dit tout à l'heure, et évidemment, il faut se conformer à un tas de choses pour lesquelles je ne suis pas familière, enfin surtout depuis que je suis sorti du lycée, ça date quand même, c'est 2008 ou 2009. J'ai un peu oublié tout ce qui était cours collectif, voilà, donc on va dire que mes relations sont très formelles. Je parle à une personne quand j'ai besoin d'avoir vraiment quelque chose de très précis, quand j'en ai besoin absolu, je vais parler à une personne, je vais lui demander comment on fait ça. Ou vice-versa, les gens s'adressent à moi, parce que j'ai une attitude qui n'inspire pas du tout la sympathie, très honnêtement. Quand je marche, je parais très froid, peu ouvert, et je réponds souvent pleinement bonjour. Je ne vais pas vous dire bonjour, comment allez-vous? Ah, je dis bonjour. Oui, ça va très bien. Ça, c'est mon attitude face à une personne que je ne connais pas souvent. Donc, évidemment, c'est compliqué parce que les gens sont peu enclins à aller vers moi et je n'ai aucun ami à proprement parler. J'ai quelques connaissances avec qui on parle du travail uniquement, mais j'ai jamais de soirée, jamais de sortie. Donc, alors, c'est ce que... Oui, et par exemple, en soirée, donc tu fais pas de soirée étudiante, qu'est-ce que tu fais quand tu sors de l'université? Alors, ce que je fais... C'est pas indiscret. Soit je fais du violon, soit je regarde des plans de vie sur Google Maps, je rentre chez moi, soit j'adore le métro à Paris, je suis un fou métro, soit je fais un parcours en métro de 2 heures, ça m'arrive souvent pour voir ce qui se passe, ou des stations que j'ai pas assez visitées, donc ça m'arrive de faire ça quand j'ai le temps, mais j'ai rarement le temps. J'aimerais bien passer mes nuits dans le métro, mais il s'arrête qu'à minuit et demi à Paris, ce qui est regrettable. C'est comme M. Chauvanec disait que les bibliothèques, on les ouvrir la nuit, parce qu'il adore cette ambiance, mais malheureusement les contraintes font qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc la plupart du temps, je rentre et voilà, je m'adonne à des activités, soit de travail, en ce moment j'en ai beaucoup, de lecture. Voilà, bon, je tiens à vous dire, c'est peut-être un peu personnel, mais j'ai une chance exceptionnelle, c'est qu'aujourd'hui j'ai entre guillemets une copine. Ça m'est tombé dessus sans que je m'y attende. Et j'ai vraiment une chance exceptionnelle parce que vraiment c'est quelque chose qui faisait beaucoup souffrir cette solitude et je n'ai rien fait pour que ça arrive et c'est un cadeau merveilleux. Voilà. D'ailleurs elle est dans la salle, elle se cache, je ne sais pas où elle est depuis le début. Et voilà, en tout cas j'ai cette chance, donc souvent je passe un coup de fil, ça prend souvent 2-3 heures, voilà. Mais non, je suis vraiment ravi de ça. Bon bref, en tout cas en général je rentre. Bon, j'ai un colocataire qui est très gentil, c'est un ami qui m'héberge à Paris, qui a un appartement, voilà. Et qui est il est très gentil, mais il n'est pas spécifiquement normal, quoi. Il est un peu atypique. Je dirais, il est pas... Par exemple, il est assez âgé, chez lui, il a une quarantaine d'années, et chez lui, il a un tas de BD, Bully Bill, je trouve tout ça, donc je m'entends bien avec lui, voilà. Il ne me juge pas, c'est vraiment quelqu'un de très bien, donc souvent, il me parle, je suis en train de travailler, on parle, il est minuit, mince, j'ai pas mangé, j'ai pas pris ma douche, j'ai pas travaillé, j'ai pas appelé la personne que je devais appeler, voilà. Donc voilà ce que je fais en gros après mes cours. Est-ce que tu peux nous parler plus en détail de tes centres d'intérêt? Et un syndrome d'Asperger, ça évolue avec le temps, ça peut être très passager ou très long. Moi j'ai ça qui est très long, et j'en ai des très passagers. Par exemple, là je suis assez Einstein, voilà, depuis pas longtemps. Je sens que bientôt je vais mettre astronomie. Et là ils sont passés les Schtroumpfs, voilà, c'est passé, mais j'avais que ça. Alors, quand j'étais petit, je pouvais lire jusqu'à 10 BD de Schtroumpfs par jour. Dès que j'ai du temps libre, c'était les Schtroumpfs. Voilà, après il y avait Harry Potter tout le temps, Harry Potter relire. J'ai lu, je crois, près de 30 fois le premier, il y en a peut-être qui m'ont battu dans la salle. Ah, ça varie avec le temps, ça varie avec évidemment on mûrit, on n'a plus les mêmes centres d'intérêt et on s'ouvre un petit peu en trouvant d'autres centres d'intérêt, voilà, quand le temps passe. Alors quel a été l'impact du diagnostic dans ta vie? Donc qu'est-ce que ça a changé? C'est-à-dire en quoi tu as évolué positivement et quelles difficultés restent à l'heure actuelle? En 2 mots,
c'est quitte ou double, le diagnostic. Soit on le refuse, on s'emmure et on est fichu, ça c'est mon sentir. Soit on essaie de l'accepter, petit à petit on est patient et c'est horriblement difficile, mais on peut s'en sortir. Voilà, donc l'impact, ça a été, bon, évidemment, je refuse le diagnostic, voilà, c'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure, je mets dans le moule, je fais comme les autres, j'essaie d'être super bien dans ma peau socialement, je parais, mais quelque part dans le fond, il y a une souffrance, et ça elle est jamais, elle reste. Quelle que soit l'image qu'on veut paraître, il y a une souffrance qui reste quand on n'accepte pas le diagnostic. Donc il est impératif de l'accepter. Au bout d'un moment, ça peut prendre des années, des dizaines d'années même, pour certaines personnes. Moi, ça a pris, j'estime, à peu près entre 3 et 4 ans. Il n'y a pas de jour où on va se dire j'accepte. L'évolution, j'ai mis 3 ou 4 ans à dire non, peut-être 3 ans, à dire non, je ne suis pas, j'ai rien avec mon frère, je ne suis pas comme lui, non, c'est n'importe quoi, je suis comme tout le monde. J'ai vraiment une période où j'étais rebelle en plus. Non, donc évidemment, quand on a un diagnostic et quand on l'accepte, ça peut devenir assez bonifiant et on se rend compte de quelques capacités qu'on peut avoir. Et ça, voilà, c'est ça qui nous aide à tenir. Évidemment, si je me référais qu'au côté difficultés sociales, là, il n'y aura pas grand-chose à faire, malheureusement. Il faut vraiment trouver des choses pour soi, comme je parlais des chats tout à l'heure, de la musique, des sujets, à mettre à la fois son profil au profit de la société, des petites choses comme ça. Et c'est ça qui est important. Il ne faut pas s'emmurer uniquement sur les difficultés. Et mettre au bénéfice de la société les quelques centres d'intérêt qu'on a. Également compensé par autre chose, le manque d'interaction sociale. Donc animaux par exemple, ou logiciels informatiques. Voilà, mais c'est compliqué cet équilibre. Il ne faut pas être à la fois dans ces activités, ces centres d'intérêt. Sinon on se perd totalement, on dort plus, on mange plus. Enfin, ça c'est mon cas. Et ne pas non plus dire non, j'ai plus de centre d'intérêt, je suis comme tout le monde, j'adore la mode, pardon, je caricature, mais j'essaie de faire des sorties. Non, il faut trouver un juste équilibre entre ces deux choses-là. Et diagnostic, c'est un peu ça. C'est quand on prend conscience, on se situe toujours dans un entre-deux. Soit on devient totalement aspi. Enfin, moi je me dis, si jamais je vous parlais, je deviendrais totalement aspi. Plaf, j'ai une digression sur les villes. Je dirais Aix-en-Provence, il y a ça, il y a ça, il y a ça, faire un tram, faire un bus. Ouais. Mais là, j'essaye de résister, donc j'essaie de. Et pas être dans le côté inverse, c'est-à-dire d'être hyper social, de vous dire ah c'est génial, voilà. J'essaie de rester assez humble. J'essaye de ne pas me laisser emporter par l'un ou l'autre côté. Voilà. Bon. C'est pas facile. Okay. Oui, c'est pas facile, effectivement. Non, tu peux poser ta question le temps que je vois, il n'y a aucun souci. Donc, est-ce que tu considères que le syndrome d'Asperger est un don, une différence ou un handicap par rapport à ce que tu viens de dire justement? Les trois. Les trois, mais pas une maladie. Parce que la maladie, c'est quelque chose... Je ne sais pas la définir, mais le terme maladie me gêne. C'est presque, on a grippe, on n'a pas Asperger, ça ne se guérit pas, plaque, par des médicaments, non. C'est un cheminement très complexe. Alors, des dons, honnêtement, ça nous met un peu dans une catégorie supérieure. Ils ont des dons, ils sont j'évite le mot, le terme don, j'aime pas ce terme, parce qu'il est toujours un peu diffus. Il mêle mal l'inné et l'acquis, le terme don, il me dérange beaucoup. Enfin, j'ai jamais aimé ce terme. À part s'il y a une connotation évidemment autre, un don pour l'Église, c'est autre chose que dans la société. Mais j'évite ce terme dans la société. Et les autres que tu as dit, les autres termes? Handicap, une différence. Différence, oui. Parce que la société, elle est telle qu'elle est. On ne peut pas dire à la société, il y a chaque personne différente, il y a quand même un moule qu'on est obligé, et des conventions qu'on est obligé de suivre. Donc la différence, elle est là, elle est visible. Même si je la regrette, elle est là. Elle restera toujours. Parce que la société, c'est la majorité prime. Les personnes qui n'ont pas un des paramètres de la majorité, par exemple, qui ont une différence de tel point de vue, un handicap physique, etc., ce sera une différence. Le terme différence s'applique parfaitement au syndrome d'Asperger. Donc oui, un peu. J'ai dit les trois au début, donc je me rattrape. Donc oui, ça peut s'appliquer pour certaines personnes, plus que célèbres comme moi. Et le dernier, c'était handicap. Oui, je pense que socialement, je me considère comme handicapé sur beaucoup de paramètres. Effectivement, par rapport à tout ce que je vous ai dit, compréhension du second degré, intégration dans les groupes, discussion à plusieurs, sorties, tout ça, oui. Il y a handicap. Et cet handicap qui fait la différence visible des personnes. C'est lié, c'est très lié. On est handicapé dans tel domaine, là on est différent. Mais également, on a des dons, on est différent. Donc la différence, c'est un peu le terme que je considère le plus parce qu'il est un peu générique. J'aimerais bien ne pas l'utiliser, mais il est là. Et malheureusement, tant qu'on ne comprendra pas que tout le monde est différent et que tout le monde a apporté. Enfin, moi, je suis beaucoup pour le système d'égalité. Tout le monde a quelque chose à apporter, quelle que soit sa situation financière, physique, sociale, tout. Et tant qu'on n'aura pas valorisé, entre guillemets, les bienfaits des personnes, par exemple, qui sont les plus pauvres, les plus reclus, les plus mal socialement, mais qui ont le plus de choses à apporter, là, il y a un sacré rééquilibrage à faire. Et malheureusement, la politique, elle déséquilibre cette machine. C'est que les politiques, c'est un peu comment ça s'appelle quand on est au-dessus des autres, je ne trouve plus le nom. Hiérarchie. Hiérarchie. Une élite, oui. Oui, voilà, une élite. Ah, merci, excusez-moi, ça m'était sorti de la tête. Voilà.
Et ça déséquilibre un peu le côté de différence, quoi. Enfin, vous m'avez compris, je m'exprime mal. Voilà. Est-ce que tu as des hypersensorialités? Parce que bon, tu as dit que le toucher, ça allait beaucoup mieux, mais enfin, oui, avant, c'était quand même assez C'était impressionnant. Voilà. Et au niveau des bruits, des odeurs, de la lumière, est-ce que... Lumière, non, je suis pas très représentatif. Non, franchement, non. Odeur, j'ai un odorat assez faible. Bon, comme beaucoup de personnes l'auraient, c'est pas une spécificité propre au syndrome. Et oui, je pense, oui, j'ai l'oreille absolue. J'ai cette chance-là, mais bon, il y a un truc qu'il faut dire par rapport à l'oreille absolue. C'est quand on fait du violon très tôt, on a plus de 9/10 des chances de l'avoir. L'oreille absolue. Moi, j'en ai fait très tôt, dès l'âge de 4 ans. Et évidemment, avant, j'ai touché au piano, tout ça, j'ai pianoté un peu sur le vieux synthé que j'avais. Donc, l'oreille absolue, quand on fait du violon, c'est la plupart des gens qui commencent très tôt long. Après 6 ans, on dit que c'est plus compliqué. Bon, je ne suis pas un expert, mais voilà. Donc, en tout cas, est-ce que ça peut être défini par hypersensorialité? Peut-être. Mais en tout cas, je sais qu'il y a quelques musiques que j'ai dans ma tête, que j'écoute et que je sais que j'arrive à les retranscrire mentalement quasiment comme elles sont réellement. Donc j'ai peut-être cette capacité sensorielle, auditive un peu plus développée. Bon, je ne vais pas me lancer des fleurs. J'ai peut-être quelques capacités. Et visuelles, pour me repérer, je reconnais facilement les endroits, mais pas les personnes. Vous venez me voir demain, après avoir parlé un quart d'heure, je ne vous connaîtrai pas. Mais les lieux, oui, ce lieu-là, il restera ancré pendant des années. Et je sais comment sont les sièges, les lumières. J'ai assez la mémoire des lieux. En fait, c'est ce qui m'intéresse le plus. Je vous parle. Excusez-moi, mais les lieux, vraiment, ça me tient à cœur. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours besoin de savoir où je suis, où est le nord, etc. Donc les lieux, ça rentre facilement. En revanche, ce qui rentre beaucoup moins bien, ce sont les personnes. Je m'excuse pour vous.